le changement. Peut-être, mais chez les patients que j'ai suivis personnellement, avec les deux interférents, c'est le même problème. C'est des patients qui rechutent sur l'interférent alpha de A qui font des thrombopénies, qui nous ont obligés de réduire les doses de l'interférent. On refait le traitement par l'alpha de B, c'est la même chose. On est obligé de réduire les doses de l'interférent alpha de B à des doses vraiment 0,5 à 1 microgramme par kilo. Donc c'est la même chose. Si on a une thrombopénie sévère initiale, avant de commencer une valeur 90 000, il n'y a aucun risque. On peut commencer le traitement à 90 000. Je parle de la bithérapie. Parce que la trithérapie, comme vous le savez, il faut faire attention. C'est des patients qui risquent de faire des infections sévères, en cas de thrombopénie ou décompensation de la cirrhose. 90 000, 70 000, on peut commencer, mais à 50 000, il faut faire attention. 50 000, 45 000, il est recommandé, moins de 50 000, d'introduire d'abord les thrombophages, avoir un taux de plaquettes stable 50 à 75 000, et puis commencer la bithérapie. On a vu deux cas de figure par rapport aux effets secondaires du traitement de l'hépatite. On a des l'anémie qu'on peut gérer par l'érythropoïétine, la thrombopénie par les agonistes récepteurs de la thrombopénie. La question est par rapport à une autre pénicilline. Est-ce que les facteurs de croissance granulocytaire sont commercialisés en Europe ou non? Si jamais il y a une pénicilline. Par contre, en matière de leucopénie ou de neutropénie, mon expérience personnelle, c'est que c'est tolérance extraordinaire. C'est-à-dire jusqu'à 500, 600 de. On est rarement obligé de réduire la dose par. Ou de donner du neutrogène. Sans utiliser le neutrogène. Sans neutrogène. Exactement. Donc, en pratique, on a rarement utilisé le neutrogène. Je l'ai utilisé une seule fois. Elle est très difficile à manier parce que. Pour 4 jours de traitement. On obtient par la suite une augmentation rapide des leucocytes à 20 000, 30 000, puis par la suite ça descend. C'est très difficile de trouver un équilibre. Mais c'est vrai qu'en pratique, la leucopénie pose rarement un problème. Sauf chez les sérocytes, il faut faire très attention. Si le patient sérotype descend en-dessous de 400 unités, il faut faire attention, elle risque de faire des infections. S'il n'y a pas de cirrhose, s'il n'y a pas de comorbidité, généralement il n'y a aucun risque, mais à des taux de PNL 400, 500. En cas de neutropénie importante, vous mettez des antibiotiques préventifs? Non. On informe le patient, on lui dit qu'en cas de problème, on éduque. Cas de fièvre, il ne contacte. Très rare, J'ai vu une septicémie. Une septicémie. Une septicémie secondaire à une pyélonéphrite. C'est une patiente qui nous a fait une septicémie secondaire à une pyélonéphrite, mais la patiente nous cachait l'effet secondaire. Elle faisait des brûlures mixtionnaires. Donc, de peur d'arrêter ou d'arrêter faire le dose, parce qu'il voulait se débarrasser de l'humorus, il était cirrhotique, il était âgé. Malheureusement, elle a caché cet effet secondaire pendant des semaines, jusqu'à que sa fille vienne nous voir en nous disant ce qu'elle a fait. Il a vraiment été dans un état catastrophique. Exactement. Mais on n'a jamais eu de problème avec des leucopénies. Donc j'ai un cas après, s'il vous plaît. D'accord. Je suis passant de la soixantaine. La soixantaine, et la génotype 1, cytolyse, ça fait une charge virale moyenne, et c'est plus moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de 400 000. Plus de 400 000. Génotype 1, élevé, plus de 400 000. Génotype 1, cytolyse, il avait une obésité, il était obèse. Donc il a reçu son traitement pendant 48 semaines, il avait négativé la S12, il a eu 48 semaines. À 48 semaines, il a négativé sa charge virale. À 6 mois, négatif, 1 an après, il rechute. Un an après, il rechute. Donc il est toujours obèse,
Elle réclame un traitement. D'ailleurs, c'est la personne qui a payé son traitement, elle réclame un traitement. D'ailleurs, la première fois, la fibrose a été évaluée une fois par le fibrotest, un petit test. C'était donc vous avez fait la biopsie, mais le fibrose. Non, c'est pas possible, sans visiter. Techniquement. D'ailleurs, la biopsie hépatique et le fibroscan, les deux. Il y avait toujours un échec de fibroscan, vu l'obésité. La biopsie hépatique n'a pas été faite, mais son obésité. Techniquement, elle est assez obèse. Je ne sais pas si on est CNC, mais elle est assez obèse. C'est une obésité modérée. Je pense qu'elle fait 120 kg à part. Avec un palais qui est assez important. Donc, je t'avais présenté il y a quelques mois, tu m'avais proposé de réévaluer sa fibrose. Et on a. Non, c'est pas fibrose 4, parce que biopsie là aussi, c'est le palais qui est assez épais. On a refusé la biopsie parce qu'il n'y avait pas l'équivalent. Elle est épais, il est assez épais. Ouais. La fibrose 4, elle a été tentée à plusieurs reprises. Il y a un échec de fibrose 4. La patiente a refusé la biopsie hépatique. Je me souviens de la patiente. D'accord. Refusé la biopsie. C'est différent. Donc, dans ce cas-là, il réclame un traitement. Il faut d'abord la biopsie. À mon avis, d'abord, il faut traiter l'obésité. D'abord, on traite l'obésité, et puis après, on va le. Peut-être que l'obésité est plus dangereuse que l'hépatite C. Peut-être. C'est le même risque, c'est 25%. Peut-être plus dangereuse que les syndromes métaboliques, les complications cardiaques, respiratoires, mais le risque évolutif vers la cirrhose, c'est le même risque, c'est 25%. Ça pourrait être plus simple de traiter l'obésité que de traiter l'hépatite C. Je ne sais pas ce qu'elle a essayé de traiter. Elle a essayé chez un nutritionniste, elle a perdu 4-5 kilos, c'est le maximum qu'elle peut perdre. Elle a proposé le ballon, l'anneau et plusieurs procédés. Elle a été traitée par bithérapie. Par bithérapie, oui. On propose la thérapie. Donc, voilà ma question. Si on propose la thérapie, est-ce qu'il ne faut pas agir sur son obésité? Parce que là aussi, je pense qu'elle a rechuté. Est-ce que l'obésité n'est pas quelque chose? Non. Après, il faut d'abord éradiquer le virus. Et puis après, prendre la patient sur le plan diététique. Parce qu'avec la trithérapie, elle va encore grossir. Parce qu'elle va manger. Oui, mais l'objectif, c'est d'éradiquer le virus d'abord. Oui. D'abord, parce qu'il y a deux facteurs de risque d'évolution vers la cirrhose. C'est à quel âge? 61. Maintenant, je suis une bonne évaluation de la fibrose. On n'a pas de bonne évaluation de l'état du corps. La personne refuse la biopsie. Si elle refuse la on ne peut pas faire de thérapie pour quelqu'un qui refuse la biopsie de fond. On n'a pas d'idée. Il y a des études qui ont démontré qu'il vaut mieux traiter un F1, F0 par thérapie au lieu de traiter qu'un fibroseur, qu'un patient qui a une fibrose sévère. Si on, je pense, puisqu'elle a été traitée initialement, je pense qu'on peut proposer un traitement. Et cette fois-ci, la patiente refuse. Elle ne veut pas faire un biopsie. Notez, je resitue la patiente. C'est une patiente qui a eu une tentative de biopsie. C'est parce que son palais adipeux, il a été traumatisé par la biopsie. C'est pour ça qu'il refuse la biopsie. Donc, ma première question. Est-ce que, je répète la question, est-ce que l'obésité, c'est-à-dire son changement pondéral, n'était pas pour quelque chose pour cet échec de traitement? Ah oui, pour la bithérapie, on sait bien que ça intervient, c'est un facteur vraiment. Dans ce cas-là, est-ce que si on propose la trithérapie, est-ce qu'il faut mieux, peut-être, puisqu'il n'est pas cirrhotique pour le moment, est-ce qu'il faut plutôt mieux agir sur l'obésité, faire un objectif à atteindre en matière de poids, par ensuite commencer la trithérapie? On a essayé, on a pu améliorer son poids. On sait que pour la trithérapie, en principe, pour les malades naïfs, l'obésité n'est pas un facteur prédictif de mauvaise réponse. Bon. Pour la trithérapie, on peut proposer, même si les patients sont obèses, si on n'arrive pas à réduire le poids, on peut proposer une trithérapie sans pour autant dévier les chances de réponse. C'est peut-être le cas que la Ah oui, pose un problème, parce que ce qu'on fait presque tous. S24 post-traitement, mesure vos équilibres, et là, ça pose un problème. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants cette façon? Il faut faire attention, je pense que cette patiente avait rechuté avant, on n'a pas fait attention. Je ne sais pas, mais on n'a jamais eu une rechute après ci. On n'a jamais eu une rechute après ci, au-delà de ci. La plupart des rechutes, c'est dans les 3 mois. Certains patients rarement ont 3 et 6 mois. Sauf s'il a été perdu pendant les premiers 6 mois, il avait rechuté sans faire attention. Il y avait beaucoup d'intervenants, c'est pas ça.
ce qui a été recommandé initialement, c'était de demander les charges virales jusqu'à 2 ans. Maintenant, c'est après 1 an, on peut dire aux patients qu'on est guéri. Un an, au moins 1 an. Un an. Quand on traite, on a toujours un effet bénéfique. L'interférent n'a pas uniquement un effet antiviral, il a aussi un effet antifibrose. Moi, j'aime pas ce qui était un M4 qui est devenu un M2. Sur quelle évaluation? Par quel moyen? Fibrotest, test. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour évaluer la fibrose après un traitement comme ça? Non. Plutôt la suicide. De préférence, pour faire une biopsie hépatique pour être sûr. Mais on a constaté que l'acide hépatique diminue après l'éradication de biopsie. Tout simplement, c'est possible. C'est décrit dans la littérature, on a tiré des patients chez qui on a constaté une régression de la cirrhose, surtout la cirrhose jeune. La cirrhose jeune peut régresser. Par contre, les cirrhoses avancées ne régressent pas. Et les cirrhoses avancées, c'est très difficile à détecter. Peut-être que je ne suis pas dans le. Comment veux-tu que une cirrhose règle? Je veux dire, il y a une cirrhose, ma pratique expliquez-moi, peut-être que je. Antifibrosome, anti-oxydant, quand il y a fibrose, il y a fibrose. C'est la question c'est-à-dire que stabiliser peut-être, mais pour régresser complètement. Mais l'histologie de la chose voudrait que il y a des cellules qui ont été bousillées, mais il y a des chinois sauf que le foie régénère. Je sais que régénère. Et la fibrose disparaît. Pas entièrement, mais le F4 peut devenir F1, F2. Cependant, ça a été constaté chez des patients qui ont une cirrhose jeune. Et dernièrement, on était à Londres, il y avait un anatomopathologie qui a présenté les cirrhoses sur histologie. Il a bien différencié entre cirrhose et cirrhose. Si sur la biopsie hépatique, on a des cirrhoses avancées qui ont été définies par cet expert en anapathe comme des chaînes intra-hépatiques histologiques. J'ai demandé aux anapathes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire des chaînes intra-hépatiques histologiques, mais pour lui, si le patient a déjà des chaînes intra-hépatiques portocales histologiques, la cirrhose régresse, même si on éradique le virus. Par contre, si les patients qui ont une cirrhose jeune, la régression de la cirrhose est possible. Chez ces patients qui avaient une cirrhose et qui régressent, on peut leur dire, voilà, vous n'avez plus de cirrhose et on ne utilise plus le CHC participe. Il faut toujours rembourser finalement. Il faut les considérer toujours comme un cirrhose. Donc finalement, c'est quoi le Je pense que c'est une bonne chose pour dire aux patients que vous n'avez plus de cirrhose, probablement, mais il faut continuer à. On n'osera pas lâcher un patient de nature parce qu'on a constaté même des CHC sur des foires non cirrhotiques. Après, on ne sait pas bien définir ces patients. Donc on continue à surveiller si le patient en forme de cirrhotique avant le traitement, même après régression de la cirrhose, parce qu'on n'est pas sûr, on doit continuer à le surveiller. Il y a la régression même de la splénomégalie, la question assez amie. La splénomégalie 80. Là, non. Je te croise, je ne sais pas comment ça. Avec un groupe grec, je n'arrive pas à concevoir. Moi, je laisse le mégalie, les chaînes pour l'amplifier. Après, une mégalie à 14 cm, 20 cm et demi, voilà, il faut régresser. Donc, on revient à ce qu'on a dit au départ, une cirrhose avancée avec une hypertension portale sévère se stabilise, mais je ne pense pas qu'elle peut régresser complètement. Mais une cirrhose jeune, diagnostiquée sur la biopsie hépatique, il peut régresser à
Et c'est vrai qu'on a constaté, même chez nos patients, l'amélioration de l'élasticité hépatique après le traitement et l'application du virus. On a constaté une amélioration. Après, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan? Je ne sais pas, mais au moins la constatation de l'amélioration de l'élasticité, on la voit en pratique. Et même d'après les études scientifiques, c'est un facteur de vent aussi après l'amélioration de l'élasticité hépatique. C'est très basique. Est-ce que ça vous arrive chez un maladie sérotique? Vous mettez ce traitement, vous envoyez après de voir un changement du transport. Il était à 15,5, lorsque vous voyez à 13,5 par exemple. Moi, il faut savoir que sans traitement, sans éradication de virus de l'hépatite, sans guérison de la cirrhose, dans l'évolution naturelle de transport, elle se dilate d'abord. Et puis, il diminue de taille, se fibrose, se sclérose. Sans qu'il y ait une éradication du virus. Donc, c'est l'évolution naturelle de la cirrhose. S'il vous plaît, pour quand il y a une médication et une thérapie, sur le plan pratique, comment je fais le traitement? Dès la prévire les conséquences. Je vais la réponse. Cette question est importante dans la mesure où il y a une phase initiale. Comment justement définir les malades qui vont bénéficier initialement dès le début de la traitement de thérapie, une thérapie initiale et après la semaine. En principe, c'est les mêmes résultats. C'est la première possible. Oui, mais justement, si on décide dès le début de la thérapie. Vous pouvez utiliser le conseil prévient, vous pouvez utiliser le thérapie. Mais là, on débute dès le début. Il y avait un débat dans le post Marcelin et la réponse était claire. L'alidiphase, la phase initiale de bithérapie, on peut l'utiliser même si on choisit de traiter le patient par la suite par thérapie. Si vous voulez rester dans ce qui est scientifique, c'est le possible. C'est le seul qui est utilisé dans de larges études. La phase initiale de bithérapie qui est très intéressante pour savoir les patients qui vont répondre de ceux qui ne vont pas répondre et puis par la suite choisir d'introduire ou pas le boceprevir. C'est l'intérêt de la phase initiale. Par contre, on sait bien que dans les études phase 2, même pour le tenofovir, il y avait une phase initiale de bithérapie et c'est les mêmes résultats. Donc finalement, le choix entre les deux, c'est le médecin qui doit choisir. Soit vous voulez traiter le patient pendant 12 semaines et supporter les 12 semaines de complications de tenofovir, c'est pas vraiment évident, c'est essentiellement l'anémie et les effets secondaires de la bithérapie, mais deux autres effets secondaires qui sont les effets secondaires cutanés, le syndrome rectal qui vient se surajouter. Vous pouvez utiliser le tenofovir si vous pouvez gérer ces effets secondaires. Sinon, si vous voulez gérer uniquement les effets secondaires que vous connaissez déjà, qu'on voit avec la bithérapie, je préfère utiliser dans ce cas le boceprevir qui donne essentiellement des anémies, mais par contre, en vasculaire, comme vous le savez, c'est un traitement qui va prolonger dans le temps et la thérapie va durer 24 à 48 semaines, à 44 semaines. Donc c'est un choix. Après, si soit 12 semaines de stress, soit 44 semaines de stress d'anémie, on peut gérer facilement. Je ne sais pas, vous avez déjà l'expérience de boceprevir? Oui. C'est essentiellement. Ça marche très très bien. Donc on a eu le problème d'anémie, mais rapidement réglé par. Entre dans l'ordre sans problème. Je pense que c'est facile à gérer. Il n'y a pas d'effet secondaire cutanés. Donc si vous voulez gérer uniquement l'anémie, c'est le boceprevir. Si vous voulez raccourcir la durée des traitements par thérapie à 12 semaines et supporter les autres effets secondaires, savoir les gérer, vous pouvez utiliser le tenofovir. On a en fonction du statut de patient, par exemple, un rechuteur non sérotique, c'est plus de tenofovir que le boceprevir. Point de vue durée, 24 semaines. Non, je sais pas si c'est un rechuteur non sérotique. On peut choisir tenofovir par rapport au boceprevir. Oui. La thérapie, c'est 12 semaines. Oui, donc la durée totale du traitement. On parle essentiellement de la phase La plus difficile, c'est la phase de thérapie.
quel que soit le statut initial ou le degré de fibrose, c'est 12 semaines de thérapie. Après, c'est la bithérapie. On a 24 et 48 semaines, voire même on peut s'en passer chez certains patients. Il y a des études qui ont démontré qu'on peut traiter des patients non sérotiques naïfs, interleukine 28 BCC, pendant 12 semaines uniquement. Par thérapie et base de télabrine, on arrête tout. Donc 12 semaines, traitement court, avec, sans faire perdre de chance de réponse pour le malade. Alors, moi, j'ai eu à m'occuper d'une patiente au service il y a pas plus de 6 mois. Donc, c'est une patiente qui a été traitée par un gastrologue privé, donc avec une réponse biologique rapide. Donc, elle a réussi, le traitement a été continué sur 48 semaines. Donc, la charge virale était indétectable à deux reprises. Donc, mais la patiente a été admise chez nous pour un ITER avec les coliques hépatiques importantes. Donc, on a réalisé une TDR qui a montré un CRC infiltrant. Alors que la patiente, juste avant son admission, la charge virale, la dernière charge virale était déjà en cours. Elle est revenue indétectable. Alors, moi, je me suis posé la question. On a contacté les gastrologues. Effectivement, la patiente a été traitée, déclarée guérie sur des charges virales. On ne sait pas comment est-ce que le traitement a été mis avec déjà, la patiente était déjà sérotique ou est-ce que c'est une évolution tout à fait particulière que je sais. Sûrement que la patiente était sérotique, c'est une patiente sérotique, mais malheureusement, elle a fait apparaître un carcinome hépatocellulaire qui était vraiment agressif et infiltrant et rapidement réussissant. On a vu des cas comme ça. Et je ne sais pas quelle est votre expérience, mais surtout l'hépatite B. On a constaté que chez des patients qui font le carcinome hépatocellulaire en hépatite B, c'est des carcinomes rapidement évolutifs. Est-ce qu'on a une blessure à la photoprotéine chez cette patiente élevée, élevée? Poser la question, c'est il n'y avait pas de surveillance. Est-ce qu'il y a pas de effet oncogène de l'interféron du mal? Parce que moi, j'ai quelques patients qui ont fait un CHC après la patiente dont il parle. C'est une de mes patients, je pense bien. Et j'ai un autre patient qui a fait la même chose. Après, il avait négativé. 6 mois après, il revient. Et j'ai une troisième patiente qui a qui a fait un néobus. Je me pose la question s'il n'y a pas un effet oncogène de l'interféron du mal. Ça a été... Je vais raconter un cas similaire d'un patient qui avait une hépatite C, donc génotype non-type 1. J'ai fait donc, une ARN à la 4e semaine indétectable. Donc je l'ai traité pendant 6 mois. Donc bonne réponse, normalisation des transaminases, tout est rentré dans l'ordre. L'ARN est resté négative donc, de manière prolongée, mais j'ai commencé à avoir une augmentation de la photoprotéine de manière progressive, mais continue. Donc, j'ai fait donc le scanner, l'IRM, j'ai beau chercher une origine à cette augmentation de la photoprotéine que je n'ai pas trouvée. Et ce n'est qu'au bout de 2 ans de surveillance, on a fait un scanner au lumière, je me rappelle plus, thoracique, qui a révélé une tumeur pleurale. Tumeur maligne, donc il a eu une chimiothérapie, une radiothérapie, normalisation de la photoprotéine qui était augmentée à 4000 ou 5000 nanogrammes. Donc voilà, donc nous avons si on veut après un traitement de l'hépatite C, par interférence plus évaluée. Donc le patient est toujours vivant. Bon. Donc ça rejoint, est-ce qu'elle a un effet oncogène? Voilà, c'est un effet oncogène. C'est toujours cette idée de... À ma connaissance, non. Elle a été utilisée, comme vous le savez, dans le traitement de carcinome hépatocellulaire. C'est un effet anti-angiogénique, je ne sais pas. Elle a un effet antifibrosant, je ne pense pas qu'il y ait carcinogène. Je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... L'histoire naturelle de la maladie fait en sorte... Exactement, probablement c'est l'histoire, c'est la cirrhose qui a réussi. Et on voit certains patients qui font rapidement apparaître des carcinomes infiltrants qui sont dans l'évolution rapidement fatale. Le cas de tumeur du sein et le cas que j'ai rapporté, le malade n'est pas franchement cirrhotique. Il avait, je crois, F2 ou F3,
il n'a pas de cirrhose, et il n'a pas développé de cancer hépatique, c'est un cancer extra-hépatique. Il a le droit de faire deux choses. Il a le droit de faire deux choses. Voilà. La peste et le choléra. Choisir entre la peste et le choléra. Moi aussi, j'ai une patiente qui n'a jamais touché une cigarette, qui a développé un cancer du poumon. Qui n'a jamais fumé une cigarette. Après traitement, par l'hépatite qui a fait un cancer du poumon, en cours de traitement de l'hépatite C. C'est important de rapporter tout ça. Ah oui, il faut étudier, alors il faut publier ça. La prochaine fois, on vous répondra, on va faire une recherche de littérature pour voir s'il y a des cas rapportés de cancer secondaire à l'interféron. 3 cas d'ailleurs. Je sais pas, mais jamais eu des cas comme ça. Alors, juste une précision de l'OSL dernièrement, pour les patients qui ont eu une bithérapie avec un antécédent sur le cancer dans les 5 ans. Le problème, c'est que ce n'est pas une étude comparative, bien sûr, mais il y avait un taux que les auteurs ont jugé assez élevé, plus que nous le voudrait le hasard de récidive tumorale. Et un traitement par interféron. Oui. Non, c'est différent. Ça, on le sait. À chaque fois qu'on a des patients qui ont un antécédent cancer, avant de commencer le traitement de l'interféron, il faut bien réfléchir. Parce que ça diminue l'immunité, ça risque de faire apparaître le cancer. Voilà. Mais là, un rôle très est-ce que l'interféron intervient dans la carcinogène? Je n'ai pas de réponse. Carcinogène, parce que c'est un patient qui a une prédisposition sous-jacente. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a un cancer microscopique et il est... Parce que le Primperon, ça fait plus de 30 ans qu'on l'utilisait chez l'enfant. Dernièrement, il a été retiré chez l'enfant. Donc, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est parce que là, c'est même effectivement. Il faut se projeter sur l'avenir. Moi aussi, j'ai un patient qui a été traité pour une par l'interféron. Après 6 mois, on arrête l'interféron. Il est jeune, 45 ans. Après 6 mois, on arrête l'interféron, il ne répond pas. On le mise par la plus. 3 mois après, c'est un carcinome hépatocellulaire rapidement évolutif, d'évolution fatale. Le patient est mort rapidement. Est-ce que c'est un patient qui a été inclus dans une étude internationale? Vous avez entendu de Escalade. Ils m'ont demandé de donner les détails parce qu'ils pensent. Ils voulaient même des choses que je n'avais pas. Une biopsie de foie, un truc comme ça, pour étudier l'effet de médicaments par rapport à l'apparition de cancer. Mais ils pensaient plus, parce que je demandais, ils pensaient plus au paraclite et non pas à l'interféron. Est-ce qu'on a fait un malade sous le nouveau traitement est-ce que vous avez dans le service chez malade Ça faut se dire. On a proposé pour un patient et je lui ai proposé d'aller le chercher. C'est un génotype 2. Parce que j'ai pas le choix. Pour un génotype 2, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de pré-thérapie, il est possible de prévenir, mais la prévenir. C'est un génotype 2 chez qui j'ai proposé le sofoprévir et la régladérine pendant 6 semaines et le sérotype. Je lui ai proposé d'aller le chercher en Égypte. Elle est moins chère, elle est à 100 euros, la 90 €. Mais malheureusement, après, je me suis renseigné. Pour le moment, c'est très difficile d'avoir la nationalité égyptienne pour l'avoir. Donc, je lui ai proposé de le chercher. Se marier avec une égyptienne. C'est ça. C'est moi, c'est marié. C'est une circonstance de l'hépatite C. Est-ce qu'il a le même comportement que chez l'hépatite B, un foie normal, un cancer C? Est-ce que le CHC peut apparaître sur un foie non C'est un foie normal, non cirrhotique à l'hépatite C. Une dernière question, le coût de Victory chez nous, ça coûte combien?